Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 romans ainsi que 2 titres graphiques. Je vous parlerai tout d'abord de Mes idées folles par Axel Sandre. Ensuite, je vous parlerai du roman Le fracas du silence par Fabien Fernandez. Après, ce sera au tour du roman La sphère par Alexiane Delis. Puis 6 ans et 200 jours par Josette Chiche-Portiche. Et côté graphique, je vous parlerai du tome 5 de l'Atelier des sorciers, ainsi que de l'album pour la jeunesse qui s'appelle Juliane est une sirène. Je vais du coup démarrer tout de suite avec Mes idées folles par Axel Sandre. Axel Sandre est une autrice que j'aime beaucoup et j'étais particulièrement triste d'apprendre son décès l'année dernière. Ouais, j'avais été extrêmement marquée par Dysfonctionnel, que j'avais vraiment adoré. Et elle m'avait contactée ensuite pour m'envoyer Cœur battant, qui était du coup son dernier qui est sorti. Et j'avais aussi lu Aimez-moi maintenant, qui est aussi très chouette, qui ressemble un peu à Dysfonctionnel dans ses thèmes. Et du coup voilà, j'avais celui-ci qui traînait depuis quelques temps dans ma palle déjà, et je m'étais dit qu'il fallait que je me lance, en sachant qu'il m'intriguait et m'inquiétait un peu aussi par rapport à son thème, puisque je savais qu'on était ici sur quelque chose avec pas mal, avec beaucoup de degrés différents et un humour assez noir, et c'est effectivement le cas. Du coup ouais. Pour ce qui est de cette histoire, ça va être assez compliqué du coup à vous résumer. On suit l'histoire de Abel, qui est un homme qui a grandi dans des foyers de la DAS, où il a rencontré son meilleur ami, avec qui il est toujours en contact. Je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais ils sont toujours en binôme, toujours ensemble, même maintenant à l'âge adulte. Et Abel avait vraiment pour objectif dans la vie, il voulait vraiment comprendre les êtres humains, c'est pour ça qu'il s'est lancé dans la médecine et plus particulièrement dans la psychiatrie. Du coup on voit en fait comment est-ce qu'il s'est lancé là-dedans. Du coup c'était pas du tout par vocation, toutes les magouilles qu'il a pu faire avec son ami, etc. Il se lance toujours des plans pour essayer de gagner de l'argent, mais c'est toujours des trucs complètement foireux et puis un peu bizarres et pas forcément très légaux non plus. Et en fait au moment où il finit ses études, il doit donc trouver un poste, et il va demander en fait un poste dans une clinique dans laquelle en fait ce sont que des personnes qui a priori ne guériront pas de leur folie, de leur psychiatrie, du coup qui restent là quasiment toute leur vie. Donc c'est des, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est des centres de suite, de soins de suite qui durent très longtemps. Enfin voilà, c'est un peu particulier, et du coup il décide de se faire embaucher là-dedans parce que globalement c'est assez tranquille, c'est les mêmes patients tout le temps, etc. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de cas aigus, enfin voilà, c'est assez tranquille. En tout cas il pense que c'est quelque chose qui sera plus tranquille que le reste. Du coup donc on le suit dans ce service là. Dans ce service il y a notamment une personne qui se prend pour une théière, une personne qui pense avoir 6 ans et que son grand frère doit venir le chercher, une personne qui se prend pour Napoléon, un mec qui se prend pour Jésus, enfin voilà. Une galerie de personnages un peu particuliers. Donc nous on suit tout ça, on le suit dans son quotidien en tant que psychiatre et avec son ami. Donc comme je disais, c'est pas mal de degrés d'humour différents. C'est un texte qui est parfois un peu surréaliste, il y a un humour qui est très noir avec une narration particulière, voilà. Et donc ce groupe entre le psychiatre et son ami d'enfance, enfin ce duo du psychiatre et de son ami d'enfance, qui va ensuite être rejoint par d'autres personnages. C'est du coup un roman qui est quand même assez particulier. Si vous n'avez jamais lu de titre d'Axel Sandre, je vous recommande pas forcément de commencer par là. Dans ses autres romans, Axel Sandre a quand même assez souvent un humour assez noir, et des personnages un peu déjantés, mais ici c'est vraiment ça qui est poussé un peu à l'extrême quand même. Du coup voilà, c'était assez particulier. Je suis contente de l'avoir enfin découvert, mais clairement c'est pas mon préféré, et je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, je me suis lancée dans Le fracas du silence par Fabien Fernandez. Celui-ci m'a été envoyé par les éditions Scrinéo puisqu'il est sorti au début du mois de juin. Dans Le fracas du silence, on suit notre héroïne principale qui s'appelle Tiril, qui habite en Norvège. Tiril en fait a une grande passion dans la vie qui est la musique, et plus particulièrement elle aime bien écrire des textes de chansons. C'est quelque chose qu'elle rêve de faire, etc. Et puis elle a son meilleur ami avec lequel elle a grandi, je crois, enfin en tout cas ils se connaissent depuis très très longtemps. Sauf que Tiril va avoir la vie un peu changée, enfin même particulièrement affectée par un accident de voiture dans lequel elle était passagère, et depuis cet accident elle est atteinte d'aphasie partielle, ce qui fait qu'elle a énormément de mal à s'exprimer, et donc du coup aussi à
à écrire, etc. Enfin tout ce qui concerne la parole, l'écriture, le langage en fait, de manière générale. C'était vraiment intéressant du coup de voir comment l'aphasie est traitée. Et puis du coup ça nous parle aussi beaucoup de la musique, du rôle que ça a dans sa vie. Et autour de tout ça, il y a pas mal de thèmes qui sont traités. On parle notamment beaucoup d'écologie, on parle beaucoup d'amitié, et notamment avec un personnage en particulier qui est un personnage qui est une jeune fille réfugiée. Donc il y a aussi ce thème-là qui est abordé. Et puis sinon, voilà, ça parle beaucoup de reconstruction, de regard des autres, des relations entre les adolescents. Puisque du coup, Tyrell a vraiment pas une bonne place. D'elle-même, déjà, elle se coupe des gens parce que elle se dit qu'elle est un fardeau pour les gens. Et puis en plus, voilà, sa maladie amène également certaines moqueries. Du coup, c'est assez compliqué pour elle au lycée. Et d'ailleurs, c'est un autre point que j'ai vraiment aimé dans ce roman, c'est qu'il y a autant on comprend qu'avec les parents de Tyrell, même s'ils essayent de faire bien les choses, c'est vraiment compliqué, autant il y a d'autres adultes qui sont vraiment intéressants et qui agissent un peu comme personnages ressources, qui sont là pour aider Tyrell et qui lui veulent du bien et qui vont pas chercher à tout prix à lui dire des choses comme quoi elle va guérir, etc. Enfin voilà, des personnes qui sont plus franches avec elle et qui essayent plus de l'aider au jour le jour et sans pour autant être trop dans l'aide et la surprotection et le fait de la considérer comme handicapée, puisque c'est aussi un problème. Ces deux personnages-là sont donc une de ses professeurs qui s'appelle Saga et sa grand-mère. Et voilà, ça aussi c'était deux personnages vraiment très chouettes, aussi des points positifs. Après, par contre, c'est vrai que le personnage principal de Tyrell est un personnage qui est quand même assez agaçant. Comme je disais, en fait, voilà, elle se coupe un peu des gens parce qu'elle a l'impression d'être un fardeau pour eux, et puis comme en plus elle a parfois du mal à s'exprimer, quand ça finit par sortir, c'est pas forcément ce qu'elle aurait voulu dire, et c'est parfois des paroles qui sont plus blessantes. Du coup, on nous explique qu'elle a perdu un peu au fur et à mesure ses amis, et même si je comprends même si j'entends en fait la mentalité dans laquelle elle est, c'est vrai que du coup ça en fait un personnage qui est parfois un peu agaçant à suivre. Et dont on comprend pas forcément ses choix, même si voilà, on nous montre tout n'est pas forcément des choix. Et il y a deux points de vue dans ce récit. On a le récit de Tyrell et on a le récit du point de vue de A, donc du point de vue de l'aphasie, qui nous montre un peu plus vraiment ce qui se passe dans la tête de Tyrell et la place que prend la maladie pour elle. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Et un autre petit bémol que j'ai noté, c'est que, donc, comme je disais, ce roman se passe en Norvège, et finalement j'aurais aimé voir un petit peu plus de la Norvège pour que ça apporte vraiment quelque chose en plus en fait au récit, un côté un peu plus dépaysant. On nous parle de quelques excursions dans la nature, etc. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit encore un peu plus pour exploiter un peu plus ce côté dépaysant. Mais voilà, sinon ça a été du coup un bon récit, ça se lit vraiment facilement, et du coup j'ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis lancée dans le nouveau roman d'Alexandre de Lys qui vient de sortir. Celui-ci aussi est un service presse et je l'ai reçu de la part de Michel Lafon. Il est aussi sorti au début du mois de juin et il s'agit donc de La Sphère, avec cette très belle couverture qui est de Tiffs, une illustratrice que j'aime vraiment bien. Alexandre de Lys, c'est une autrice que j'aime beaucoup, je la suis depuis ses débuts avec le premier tome des Ailes d'Émeraude. Donc j'ai lu les 3 tomes des Ailes d'Émeraude et également les 3 tomes du Secret de Lomé. Donc j'ai lu toutes ses publications. Du coup j'étais curieuse de lire La Sphère. Mon avis est pas très bon. Je suis un peu partagée. Il y a certaines choses que j'ai vraiment trouvées intéressantes et d'autres choses avec lesquelles j'ai eu beaucoup de mal. Pour tout vous dire, les 60-70 premières pages, vraiment j'étais limite exaspérée parce que je lisais, parce que je trouvais très cliché et très... je trouvais ça très cliché et ça m'agaçait. Ce que je lisais m'agaçait, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Et puis ensuite on a vraiment l'intrigue qui démarre et là ça a été un peu plus intéressant. Pour ce qui est du coup de l'histoire, on suit notre personnage principal qui s'appelle Noria, qui a une vie de rêve, qui est une mannequin très reconnue, qui est une mannequin mais plutôt avec des formes, qui est très reconnue dans le monde du mannequinat et qui vit en colocation avec sa meilleure amie. Son nom n'est pas précisé dans le résumé, je me souviens plus comment elle s'appelle. Donc bref, elle vit en colocation avec sa meilleure amie et qui est également mannequin, et en fait sa meilleure amie va lui dire qu'elle les a inscrites toutes les deux pour une émission pas pour une émission, pour une simulation, donc La Sphère, qui se passe donc sous un grand dôme, une grande sphère,
Et donc elle l'entraîne pour en fait une semaine de vacances, parce que ça se passe plutôt dans le futur, et du coup voilà, c'est une semaine de vacances entre guillemets dans la simulation qui se paye très cher, et donc elle sélectionne la nouvelle simulation qui vient d'arriver, qui se passe dans l'espace. Et voilà, et du coup donc après on suit vraiment tout ce qui se passe dans l'espace. La première partie, donc avant qu'elle commence la simulation, quand elles sont encore en train de choisir ce qu'elles vont faire, et au tout début quand elle arrive dans la simulation, vraiment ça m'a fait hausser un peu les yeux, etc. J'étais assez agacée par ce que je lisais. Par la suite, une fois que la simulation est lancée, entre guillemets, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que elle va se rendre compte que ça ne fonctionne pas exactement pour elle de la même manière que pour les autres. Ce qui va amener un premier grand questionnement de pourquoi est-ce que moi je réagis pas de la même manière que les autres et qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est que elle va recevoir des sortes de menaces. Ces menaces-là amènent un côté un petit peu thriller dans ce récit, qui est du coup un récit plutôt SF, mais voilà, il y a un petit aspect un peu thriller, ou en tout cas mystère, avec une personne qui la menace. Et pour le coup, cet aspect-là, c'est vraiment l'aspect qui, pour moi, a changé un peu quand même la donne du roman, et qui m'a fait vraiment m'y intéresser, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, ce qui était fait par rapport ce qui est fait, ce qui est proposé par rapport à cette dimension-là était intéressante. L'autre dimension de pourquoi ça marche pas bien avec elle, etc., elle comprend pas trop, c'était intéressant aussi, et puis finalement les deux viennent se connecter, mais c'est pas ce qui me tenait en haleine, on va dire, pendant ma lecture. Sur la fin, on sait pourquoi est-ce qu'il se passe ça, et là c'était intéressant, mais c'est pas ce qui m'a fait la chose qui faisait que j'avais vraiment envie de tout le temps tourner les pages et de savoir, c'était vraiment la dimension un peu thriller, comme je vous disais. On est ici sur un one shot, donc une histoire complète. Voilà, après sur tout le début, en fait, ce qui me posait problème, c'était que c'était très cliché, c'était vraiment la jeune fille assez belle qui est un peu forte tête, qui est pas trop d'accord avec ce qui se passe, et puis le premier homme qu'elle va rencontrer, elle va limite en tomber amoureuse, etc. Enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça qui m'avait un peu agacée. Et j'ai trouvé sur la fin aussi qu'il y avait certains retournements qui étaient un peu de trop. Je trouvais que ce qui était proposé finalement était intéressant, mais qu'il y avait un petit peu trop de retournements, d'éléments mais en fait c'est ça, et puis non, et puis voilà, qui était peut-être pas nécessaire. Donc voilà, comme je disais, du coup ça n'a pas été une très bonne lecture quand même, parce qu'il y a certains points qui m'ont dérangé quand même tout au long de ma lecture, et puis le début qui était vraiment compliqué pour moi à passer. Du coup voilà, je lui ai mis la note de 14/20, je suis assez déçue et désolée en même temps, parce que comme je disais, j'aime beaucoup ce que fait Alexandre Delis d'habitude, et j'aurais aimé l'aimer autant que les autres, mais malheureusement ça l'a moins fait avec moi pour ce titre-ci de l'autrice, ce qui m'empêchera pas de continuer à lire ses suivants. Du coup j'ai mis la note de 14/20 parce que voilà, il y avait quand même des aspects qui rattrapaient, mais pas tout. Ensuite je me suis lancée dans 6 ans et 200 jours par Josette Chichportiche aux éditions J.C. Lattès. C'est un titre qui traînait dans ma pile à lire depuis quelques temps, c'était un service presse que j'avais reçu de J.C. Lattès, et mes services presse je les lis toujours très rapidement, mais celui-ci c'est vrai que je l'avais laissé traîner, puisque je l'avais reçu en septembre quand même. En fait, ce qu'il y a avec ce récit, c'est que c'est un récit qui traite de la guerre d'Indochine. Comme les programmes de parution, on les reçoit souvent assez longtemps à l'avance, au moment du programme de parution, je pense que j'étais dans un mood qui faisait que j'étais ok pour lire un truc qui se passait pendant la guerre d'Indochine. Et puis ensuite, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, et des événements et tout ça qui faisaient que j'avais clairement pas le bon état d'esprit pour me lancer dedans. Et que du coup voilà, il a un peu traîné, et puis ensuite à force de traîner et ça s'est accumulé, etc. Enfin bref, je me suis dit qu'il était quand même enfin temps de le sortir et de me lancer dedans. J'étais d'attaque pour lire sur ce sujet, puisque du coup ici on est sur un récit dans lequel on va suivre deux personnages principaux alors oui, du coup il n'y a pas de résumé derrière, c'est un extrait, mais on suit en fait deux personnages principaux dont j'ai oublié les prénoms, Madeleine et Simon, je crois. Voilà, en fait Madeleine et Simon sont deux personnes qui vont se rencontrer pendant la guerre d'Indochine, et qui plus particulièrement vont se rencontrer dans des camps de prisonniers. Sauf que ce qu'on nous explique dès le résumé à l'arrière, c'est qu'il y a le petit frère de la narratrice, puisqu'en fait tout ça est raconté du point de vue du coup de leur fille, qu'on voit pas du tout sinon, enfin non, qu'on voit pas sinon, et on nous explique
Non, c'est pas ça. Non, pardon, ça c'est l'histoire, parce qu'en fait, en gros, pour ce récit, Josette Chiche-Portiche s'est inspirée de sa vraie histoire familiale. Et donc elle a effectivement des parents qui se sont rencontrés dans des camps de prisonniers au Vietnam, et elle a un frère qui est né 3 mois avant leur libération. Dans ce récit, il n'y a pas... Le personnage de Josette n'existe pas. Du coup, c'est raconté en fait d'un point de vue externe, tout simplement, et effectivement, ces 2 personnages-là vont avoir un enfant dans les camps. Du coup voilà, on nous le dit dès le départ qu'ils vont avoir un enfant, puisqu'il y a toute une question de savoir qu'est-ce qui est devenu cet enfant. Et ensuite donc on va suivre toute leur histoire, en sachant qu'ils se rendent compte que assez tardivement dans le récit, même si nous du coup on sait depuis le début qu'ils sont ensemble puisqu'on les voit vieux. Mais voilà, ça raconte du coup tout ce qui va se passer dans le camp, comment est-ce qu'ils se retrouvent prisonniers, puisqu'ils n'ont pas du tout la même histoire. Lui c'est un soldat français qui est arrêté et qui est mis dans des camps de prisonniers, alors qu'elle fait partie des civils qui sont également emprisonnés, puisque en gros son père était français, européen en tout cas, mais français je crois, et sa mère était vietnamienne, et enfin ils appellent pas ça vietnamien du coup par rapport à l'époque, je suis désolée pour les termes, mais en gros sa mère est enfin sa mère est locale et son père est français. Donc elle est métisse, mais sa mère a eu la nationalité française et elle dit toujours qu'elle est française, même si elle ne parle quasiment pas français. Du coup, Madeleine se retrouve aussi dans des camps de prisonniers parce qu'elle est considérée comme civile qui s'oppose à la révolution d'Ho Chi Minh. Et Simon, lui, il est fait prisonnier, donc voilà. Ça montre, ça fait partie de ces romans en fait, comme il en existe d'autres, je pense par exemple au roman Le Tatoueur d'Auschwitz, qui montre comment est-ce que finalement l'amour peut naître dans des conditions horribles, et comment finalement il peut y avoir quand même des choses positives. Ce que j'ai bien aimé dans ce récit, c'est que c'est un récit dans lequel les personnages sont pas noirs ou blancs, et des personnages des 2 camps. On nous montre des personnages des 2 camps qui font des choses bien et d'autres qui font des choses pas bien. Et il y a un général, je crois, en particulier, qui est à un moment leur chef de camp, qui du coup est leur chef de camp, donc c'est censé être l'ennemi, mais qui pour autant est une personne qui est vraiment bonne et qui a des idées particulières sur les choses et qui a envie en fait de... Ouais, qui fait les choses différemment de tous les autres. Ouais, donc tout ça c'était vraiment intéressant. Après forcément c'est un titre qui est parfois difficile, puisque même si on voit comment est-ce qu'il y a une histoire d'amour, on voit aussi plein de choses difficiles. Ils sont quand même dans la privation, ils sont très malades, ils mangent quasiment jamais à leur faim, enfin voilà, etc. Donc voilà, un titre pour les personnes averties, ceux qui ont envie de lire sur ce sujet, mais voilà, qui ne s'attendent pas forcément du coup à lire quelque chose de très joyeux. Mais j'ai bien aimé ma lecture, c'était intéressant, et je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai donc lu 2 titres graphiques. Tout d'abord, je me suis lancée dans l'album Juliane est une sirène par Jessica Love. C'est un album qui est publié chez Pastel, c'est un label qui appartient à Rue de Sèvres et l'École des Loisirs, à ce groupe-là. Du coup, je l'avais reçu en format numérique et j'en avais entendu parler sur la chaîne de Cordélia, et comme elle en avait dit beaucoup de bien et que moi j'y avais accès en format numérique par mon partenariat avec l'École des Loisirs, du coup je me suis laissée tenter pour le découvrir, et c'était vraiment une chouette lecture. C'est un album pour la jeunesse, donc il y a très peu de texte, ça se lit très vite. Mais c'est vraiment chouette, et donc en fait on suit l'histoire de Juliane, qui est donc ce petit garçon plutôt métis, qui un jour, alors qu'il est avec sa grand-mère, voit passer les sirènes, et quand il voit passer ces sirènes, il se dit juste que lui, ce qu'il a envie d'être, c'est d'être une sirène lui aussi. Et du coup, voilà, il va devenir une sirène. Et comme le disait Cordélia, je suis assez d'accord avec son analyse de la fin. Du coup, c'est un titre qui est vraiment sur l'acceptation. Et au final, sur la dernière scène, on a quand même un peu l'impression que la grand-mère emmène le petit Julian à la Gay Pride. Voilà, du coup, ça... On voit tout ça. Oui, donc c'est un texte qui parle d'acceptation, de différence et d'identité, même si tout ça n'est pas du tout écrit et qu'il y a la métaphore des sirènes, voilà, on comprend quand même que c'est de ça dont ça parle, et c'était très chouette, les dessins sont vraiment chouettes aussi, donc voilà. Et l'autre titre graphique du coup que j'ai lu, il s'agit de L'Atelier des Sorciers, donc ici le tome 5 aux éditions Pika par Kamome Shirahama. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas replongée dans la série, mais comme le tome 6 vient de sortir, il était temps que je m'y remette. Et j'ai bien aimé. Celui-ci pour le coup, le tome 5, je vous déconseille de faire comme moi, puisque le tome 5 est vraiment une suite très directe au tome 4. Ils fonctionnent vraiment ensemble, ils parlent de la même chose,
puisque du coup dans cette histoire on suit notre héroïne principale qui s'appelle Coco, qui n'est pas cette jeune fille, qui est une autre apprentie, et Coco en fait va découvrir la magie par un biais qui n'est pas normalement celui par lequel on découvre la magie, et du coup un maître va décider quand même de la prendre sous son aile. Normalement il y a des grosses écoles de magie et puis il y a également quelques maîtres un peu plus indépendants entre guillemets, et donc ce maître va décider de la prendre sous son aile, puisque maintenant qu'elle a découvert la magie il faut qu'elle ait une instruction. Et elle a avec elle 3 autres apprentis, donc, dont celle-ci. Et là on les suit, elles doivent passer, enfin certaines d'entre elles doivent passer des épreuves pour accéder en fait au final au titre de magicien en quelque sorte. Et donc là c'est la 2e épreuve, donc le tome 4 et le tome 5 ensemble se passent pendant la 2e épreuve. C'est pour ça que je vous dis que c'est mieux de les lire quand même plutôt ensemble et de pas faire une pause de plus de 6 mois comme moi je l'ai fait. Du coup voilà, donc ça se passe directement dans la suite logique, donc je peux pas trop vous dire, mais en gros il y a une confrérie qui essaye de pervertir un petit peu Coco, puisque comme elle n'a pas eu la même introduction à la magie que les autres, c'est un peu particulier. Du coup ils se disent sûrement qu'elle va être plus facile à amener du mauvais côté de la magie, etc. Enfin du mauvais côté, ce que nous en tout cas on considère, ce que le lecteur est amené à considérer comme le mauvais côté, mais voilà, on nous fait comprendre qu'on essaye de l'amener dans cette confrérie, etc. Et c'est vraiment chouette, c'est hyper bien dessiné. Les dessins de cette série c'est vraiment je pense le gros point fort, parce que l'histoire est sympa, mais c'est vrai qu'elle tourne parfois un petit peu, enfin il y a parfois certains événements qu'on comprend pas trop, qui se répètent un petit peu ou quoi. Donc voilà pour les dessins, vraiment des jolis dessins. Et oui, pour ce qui est de ce tome 5 en particulier, c'est un tome que j'ai bien apprécié. Il se passe pas mal de choses dedans, mais c'est pas, il y a pas mal de révélations, mais c'est pas des grosses révélations ou des gros événements importants. On sent que ce sont plutôt des choses qui préparent la suite, qui pourront ensuite être exploitées. Donc voilà, et sinon c'était chouette, j'ai toujours passé un bon moment avec. J'ai mis du coup la note de 17/20 comme pour Juliane est une sirène, et du coup je vais très prochainement m'acheter le tome 6 pour pouvoir le lire ensuite. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!